Et avec nous, celui qui a réussi à ouvrir les lourdes portes de cette fabrique d'agents secrets français. Bonjour Jean-Christophe Notin. Vous avez écrit ce documentaire avec le réalisateur Théo Ivanez. Vous êtes le spécialiste de la DGSE. Mais oui, et vous racontez tout également dans ce livre. C'est chez Taillandier. Comment est-ce qu'on arrive à tourner un documentaire, écrire un livre dans l'endroit, entrer avec ses caméras dans l'endroit le plus secret de France? Alors c'est un long travail, une longue approche, je dirais. Ça fait des années que je m'intéresse à ce sujet-là, des années que je leur propose de faire ce documentaire. Et des années qui vous disent non. Pas tout à fait non, mais attends un peu, c'est pas le moment. Et donc ma volonté, immodestement, a rencontré celle du directeur général de l'époque, Bernard Imier, qui a donc dit banco, allons-y. De là a découlé. Pourquoi il a dit banco au bout de 3 ans de travail au corps? Parce qu'il voulait certainement faire rentrer la DGSE dans une ère un peu moderne du point de vue des médias. Il est important que la DGSE également porte son image, en particulier à l'étranger, que le nom DGSE parle. Et certainement, je pense, dans son arrière-pensée à lui, c'est d'attirer des vocations. D'attirer des vocations. On va revenir d'ailleurs sur les techniques de recrutement des espions, d'agents secrets. Peut-être que ça va intéresser et donner des vocations à ceux qui vont voir le documentaire mardi. Mais vous avez des témoignages assez stupéfiants de personnel haut gradé, de directeurs, d'experts, même d'espions. Alors j'imagine que l'anonymat a été le sujet principal avant de tourner. C'était la préoccupation première, qui a donc imposé des contraintes de tournage nécessairement, de montage, ensuite de fabrication du film. C'était vraiment, je dirais, s'il y avait vraiment une préoccupation première de la DGSE, c'était surtout qu'on ne reconnaisse pas les agents qui participent. Et pour ça, vous avez utilisé les nouvelles technologies, d'ailleurs, comme les espions presque, qui sont habiles avec les nouvelles techniques de l'époque. Est-ce que vous avez eu recours à l'intelligence artificielle, par exemple, pour cloner des voix? Oui, alors toutes les voix, sauf celle du directeur général, ont été travaillées. Donc pour franchir un cap dans la modernité, plutôt que de faire des voix un peu cyborg robotisées, on a utilisé donc l'intelligence artificielle qui permet vraiment de reproduire de vraies voix. Donc ce ne sont pas les voix des agents, on a l'impression que ce sont eux qui parlent, mais ce ne sont pas eux. Et pour les visages, parce que là c'est flouté, mais nous on a l'impression quand même qu'en regardant bien, on pourrait presque les reconnaître. Non, le floutage est poussé à son maximum. Comment ça se passe ? Alors déjà, la prise de vue s'est tournée de manière floue, si j'ose dire. Et puis ensuite, il y a également un travail sur les visages pour qu'évidemment on ne les reconnaisse pas. Et évidemment, si le film a été validé et autorisé à sortir de la DGSE, c'est qu'il n'y a strictement aucun moyen de faire machine arrière, si j'ose dire. En fait, ce que vous floutez, c'est des visages qui eux-mêmes ne sont pas les vrais visages des agents, en fait, c'est ça? Si, ce sont de vrais agents qui nous ont vraiment parlé. Oui, bien sûr, mais les visages qu'on voit. Après, évidemment, c'est un travail. Vous ne pouvez pas trop en dire. Alors, on découvre bien sûr l'envers du décor du métier d'espion. D'ailleurs, on ne dit pas espion, on dit officier traitant. Comment est-ce qu'on devient officier traitant? Si vous souhaitez candidater, il y a 3 voies principales. La voie du concours administratif. La DGSE est un corps d'État à part. Donc ce sont des concours classiques qui se tiennent en décembre. Vous avez la voie contractuelle. Il y a la personne qui a une capacité particulière, surtout dans le domaine technique, des ingénieurs, peuvent candidater auprès de la DGSE. Donc il va être embauché en tant que contractuel de 3 ans, renouvelable 2 fois. Et à ce moment-là, ils peuvent demander une CDIsation. Ils deviennent membres à part entière de la DGSE. Et puis vous avez donc la voie des militaires. C'est sur acte de candidature, un dossier, pour rejoindre les services spécifiques de la DGSE. Alors, pour recruter les officiers traitants, on découvre quand même différentes voies, notamment le concours. Il y a une formation qui dure longtemps, avec des épreuves à faire. Des épreuves, d'ailleurs, auxquelles on peut assister dans notre vie de tous les jours, mais on ne sait pas que ce sont des tests de la DGSE? Oui, alors ça va évidemment mettre la suspicion dans tout Paris, mais ce sont des tests qui se passent dans Paris. D'ailleurs, un des formateurs le dit très bien, les rues de Paris s'y prêtent très très bien. Donc vous allez peut-être croiser un jour, sans le savoir, des agents qui en fait font des exercices de filature, de contre-filature, de diversion. C'est quoi par exemple ? L'exercice de diversion, alors c'est pas réservé peut-être au premier candidat venu, c'est peut-être dans la suite du parcours, mais ça consiste à rentrer dans un lieu, attirer l'attention de la salle pour qu'une autre équipe derrière puisse faire ce qu'elle a à faire. Donc si on voit quelqu'un crier dans la rue, potentiellement c'est peut-être un exercice de la DGSE. Plutôt dans le métro. Plutôt dans le métro, d'accord. Et alors on peut aussi être recruté sur son lieu de travail.
Oui. Sans avoir forcément pensé à devenir espion. Oui, ça, en fonction de vos compétences, une fois de plus de vos formations, ça c'est surtout pour les domaines techniques, technologiques, évidemment, dans les domaines de pointe. Un jour, quelqu'un qui ne va pas forcément dire qu'il appartient à la DGSE va aller au contact. Il dira, tiens, ça ne vous intéresserait pas de venir travailler sur tel ou tel sujet? Revoyons-nous dans quelques semaines. Et petit à petit, la personne va se révéler, j'appartiens à la DGSE, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre? Il y a des métiers qui sont particulièrement intéressants pour la DGSE? Alors, évidemment, en ce moment, vu le boom technologique, tous ces métiers-là, et surtout qu'il n'y a pas que la DGSE qui cherche dans ces métiers-là, hein, tous les services de renseignement, toutes les armées, maintenant, cherchent. Donc, il y a un peu la course au bon candidat. Mais à la DGSE, il y a plus de 200 métiers. Donc, très récemment, il y a un appel d'offres qui est passé pour une couturière. Une couturière à la DGSE? Et oui, ce sont des métiers. Pour les costumes d'espions? Pour coudre les micros, pour coudre ce genre de choses. Oui, c'est... Alors, dans le documentaire, on voit qu'il y a beaucoup de types d'espions, de catégories d'espions qui sont représentés. Ça va du gris clair au noir opaque, d'ailleurs, comme le dit l'un des responsables. On voit aussi la vie d'un espion, les faux passeports, un faux nom, comment il arrive à entretenir sa légende, un terme qui est maintenant devenu connu grâce à la série de Canal+, le Bureau des légendes. Et puis, on voit aussi des agents doubles qui cherchent à être recrutés, à être débauchés. On entend d'ailleurs le témoignage d'une de cet agent double. On regarde tout de suite les images. Je crée une vraie société qui a des vrais bureaux, un siège social, des statuts, un comptable, un avocat, des cartes de visite, des clients, des vrais, quelques infos, mais surtout des vrais. Une structure de couverture, c'est une entreprise ou une association qui a une vraie existence légale, qui servira de prétexte à notre fichier clandestin pour se projeter dans certains pays, approcher certaines personnes et leur poser certaines questions. Au sein des employés, qui est au courant de... Absolument personne. Absolument personne. Et jusqu'à la fin, en fait, c'est ça qui assure la sécurité du montage. C'est que le fait que absolument personne ne sache que tout ça est une structure ex nihilo en vue de, certes, faire du business, mais surtout ramener du renseignement. C'est assez fascinant, justement, quand on voit la vie de cette femme-là qui entretient donc une double vie, une vie d'espionne, une couverture. Comment on fait pour arriver, justement, à garder comme ça le secret au quotidien, à jamais, finalement, être fragile, à jamais craquer? Alors, juste si vous permettez, ce n'est pas une agent double. Si vous dites que c'est une agent double, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été retournée par un service étranger. Donc, ça va lui coûter très cher. Donc, agent secret. Oui, c'est vrai. Oui, on est dans un peu la catégorie agent secret. Donc, évidemment, c'est une discipline. Ce sont des gens qui sont vraiment triés sur le volet, recrutés de manière très particulière. On leur fait une formation très, très longue. Tout est fait pour qu'évidemment, ils arrivent sur la durée à garder le secret. C'est vraiment un travail au quotidien, d'autant plus pour elle, qui, typiquement, n'était pas sous identité fictive, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas un faux nom à l'étranger. Elle travaillait sous son vrai nom. Et donc, elle ment à sa famille, à son mari, à ses amis? Alors, bon, après, il y a une part de mystification. En général, l'agent secret, entre guillemets, le dit à son conjoint. J'appartiens à la DGSE. Je vais partir dans tel pays et c'est tout. Mais évidemment, tout le reste, non, ne le sait pas. Donc, d'ailleurs, en général, ils passent pour des gens complètement sans carrière, sans volume, sans relief, puisque le but du jeu, pour eux, c'est justement de passer complètement inaperçu. Avec toutes ces nouvelles technologies dont on a commencé à parler, la biométrie sur les passeports, la reconnaissance faciale, même, maintenant on va parler même de reconnaissance digitale en mettant sa main pour vérifier son identité, on imagine que c'est la mort des agents secrets. Eh bien, vous ne faites pas si bien dire. En tout cas, ça demande une immense réflexion à ces services, puisque le but de l'agent fictif, c'est de franchir les frontières avec une fausse identité. Maintenant, avec la biométrie, vous laissez vos empreintes. Donc, avec telle empreinte, vous savez que vous appelez de telle manière dans tel pays. Vous n'allez pas passer dans un autre pays en disant « je m'appelle d'une autre manière ». D'où le recours à ce qu'on appelle l'IR, l'identité réelle, c'est-à-dire de plus en plus d'agents qui vont agir sous leur vrai nom. Ah oui. Ils vont garder leur vrai nom. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas se tromper en même temps. Mais ça devient plus risqué encore si justement on agit sous son vrai nom. Et forcément, le risque, c'est qu'en fait, vous impliquez votre famille, vous impliquez votre entourage. Alors justement, on peut peut-être prendre des cas précis, des faits d'actu qui ont marqué l'histoire et où la DGSE a agi dans l'ombre. On est le 14 février 2003 et Dominique de Villepin prend la parole au Conseil de sécurité de l'ONU quelques jours avant l'intervention militaire des États-Unis en Irak. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et ce qu'il faut dire, c'est que derrière cette décision, derrière ce discours précisément, il y a l'action de la DGSE. Oui, la DGSE a été mobilisée évidemment dès le début, qu'on a parlé d'armes de destruction massive, la thèse américaine d'un régime de Saddam Hussein possédant des armes de forte capacité de nuisance. Donc la DGSE enquête, et la DGSE, après de très longs mois et de très longues recherches, enquête, rend son rapport et dit non, nous en tout cas, on n'est pas en capacité de prouver que Saddam Hussein a des armes de destruction massive, et donc des éléments du discours de Dominique Villepin sont directement inspirés des notes de la DGSE. Okay. Alors, puis il y a eu aussi l'attentat du Bataclan, quand même, le 13 novembre 2015. Ça, pour le coup, ça signe l'échec de la DGSE, puisqu'on n'a pas pu éviter l'attentat. Oui, alors les témoins le disent très bien, à la fois dans le livre et dans le film. Ça est considéré comme un échec de la DGSE qui les a traumatisés. D'ailleurs, Bernard Bajolet l'a encore dit très récemment. L'ancien patron de la DGSE. L'ancien patron, il l'a dit au procès du Bataclan. Pour nous, c'est un échec. Une partie des terroristes étaient fichés. Eh ben, on ne les a pas vus rentrer. Alors après, ils ont travaillé comme ils ont pu pour essayer de rattraper le coup en quelque sorte, mais les équipes ont été traumatisées. Elles ont travaillé à H24. Elles ont changé ensuite leur protocole à l'issue de ce drame. À vrai dire, il y a eu un certain nombre de lois du renseignement qui ont modifié le travail de renseignement, la coordination interservices avec les services alliés, etc. Est-ce qu'il y a aussi des choses indicibles? Je pense notamment aux éliminations ciblées. D'ailleurs, on ne dit pas élimination, on dit neutralisation dans le jargon. La DGSE reste très discrète là-dessus. Et pourtant, vous avez rencontré un agent qui s'appelle Blake et qui raconte. La DGSE a une mission de recherche de renseignements et d'information de nos autorités, quitte à entraver ceux qui nous empêchent d'affirmer notre souveraineté. Et nous sommes, nous, le quitte à entraver. Donc l'entrave, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, je vous en dirai un peu. C'est s'opposer à tout ce qui pourrait nous attaquer, nous, notre nation, nous, la France, et ça passe par des moyens qui sont variés. Et ça peut aller jusqu'à la neutralisation. Il vous appartient à vous de l'imaginer, tout est possible. Tout est possible, oui. Aucune précision. L'agent Blake travaille pour le service Action et parlant de ces éliminations qui sont exécutées uniquement sur ordre présidentiel, c'est-à-dire que c'est le président qui donne le top, le patron de la DGSE explique qu'il ne s'agit pas de vengeance d'État, mais que ça ressemble quand même un peu de la justice expéditive, non ? Alors, non, parce que, évidemment, on a l'impression qu'on joue les vierges effarouchés, mais neutralisation a un sens. C'est-à-dire que le but, c'est d'arrêter la personne. L'entraver, c'est au sens de l'arrêter, la capturer. Il se trouve que la plupart n'ont pas forcément envie de se rendre, et donc ça conduit à des éliminations. Maintenant, il ne faut surtout pas confondre ce qui s'est passé au Sahel, l'élimination d'un grand nombre de chefs djihadistes qui, en fait, ont été éliminés par les forces spéciales françaises. Donc, c'est une action militaire, ce n'était pas le service Action. L'ambiguïté est que le service Action est une unité militaire détachée à la DGSE, qui, elle, peut être amenée éventuellement à mener des neutralisations, mais c'est en fait exceptionnel, c'est très très rare. Il faut un peu défantasmer ça aussi. Ça existe. Ça peut exister, mais c'est très, très, très rare. Alors justement, ce qui alimente les fantasmes, parce que vous parlez beaucoup de fantasmes lorsqu'on évoque les espions, ça peut être la fiction, les séries, le cinéma. Les espions sont très représentés dans ces œuvres-là. On pense tous à James Bond, bien sûr, à Spy Games. Si on est du côté français et au niveau des séries, on a parlé du Bureau des légendes, avec d'Éric Rochant et avec Mathieu Kassovitz notamment. J'imagine que ces fictions, ces séries, vous les avez vues. Est-ce que le Bureau des légendes, c'est assez réaliste par rapport à ce qui se passe vraiment dans les coulisses ? C'est pour moi un chef-d'œuvre. Non, mais bon. Un chef-d'œuvre, vous dites. Oui, ouais. Non, c'est très proche de la réalité, surtout dans l'intellect, si j'ose dire, dans le fonctionnement de ces agents. Après, évidemment, ça reste de la fiction, hein, donc il y a un aspect romanesque qui broche des histoires là-dessus. Mais le fond du fond, oui, c'est-à-dire que ça correspond à des éternels de l'espion, qui sont valables à la CIA, dans les services russes et services israéliens, et qui sont assez intemporels. Vous pensez que votre doc va être très scruté par les autres services secrets étrangers, des pays étrangers ? Je crois que c'est incontournable. Maintenant, ils vont découvrir forcément des lieux, peut-être des opérations dont ils n'avaient pas connaissance. Ils vont essayer de décrypter
Ça, c'est sûr. La DGSE fabrique des agents secrets. À voir mardi sur France 2, un documentaire captivant. D'ailleurs, vous teniez, je crois, qu'il soit diffusé sur le service public, sur une chaîne de service public. C'était un des prérequis. Oui, il fallait absolument, la DGSE, une fois de plus, c'est une administration, un service au service de la nation. Il fallait que ce soit le service public qui en parle. Sur France 2, à 21h. Merci, ça sera mardi. Merci à vous. Merci à vous, Jean-Christophe Notin.